20h sur la télévision Futur Média. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans ce journal. Les titres, c'est tout de suite. Vers une traduction en justice des députés impliqués dans un trafic présumé de passeports diplomatiques, l'Assemblée nationale a été officiellement saisie pour lever leur immunité parlementaire. L'institution a déjà choisi les 11 députés qui vont composer la commission ad hoc en charge de le faire. La sempiternelle problématique de la brèche de Saint-Louis, une situation qui aggrave l'avancée de la mer. Les habitants de Doun Baba Djei en ont fait les frais. Ils ont dû quitter leur village. Aujourd'hui, 9 ans après, ils requièrent l'édification d'un pont pour pouvoir y retourner. Résurgence de la rubéole et de la rougeole, l'État prend les devants pour éviter le pire. Déjà 215 cas dénombrés à travers le territoire. Pour freiner l'épidémie, une vaste campagne de vaccination entamée dans le district sanitaire de Dakar au mois de novembre. Et puis FESPACO avec l'hommage rendu aux précurseurs du cinéma africain, une tradition des cinéastes lors de ce festival emblématique. La cérémonie a permis de revenir sur les œuvres cinématographiques des disparus et d'échanger sur la continuité de leurs projets. Voilà pour les titres. Le développement, c'est tout de suite. Bonsoir à toutes et à tous. Je vous l'annonce tout de suite en titre. Un journal que nous ouvrons donc avec l'Assemblée nationale qui, ce jeudi, a procédé à l'installation de la commission ad hoc chargée de lever l'immunité parlementaire des députés Boubacar Biaye et Mamadou Sall, cités dans un trafic présumé de passeports diplomatiques. Cette commission sera composée de 11 députés, 8 de la majorité, 2 de l'opposition et 1 des non-inscrits. Alassane Ba et Jafar Abba ont rencontré la présidente de la commission des lois. Suivons leur reportage. Tout est question de procédure. Le Parlement agit en fonction de la Constitution et du règlement intérieur. Après le bureau de l'Assemblée nationale et la conférence des présidents, il s'agira pour la commission des lois de mettre en place la commission ad hoc. Et ça, c'est conformément aux dispositions de l'article 61 de la Constitution et des articles 51 et 52. Parce que le député est couvert par l'immunité parlementaire dès son installation jusqu'à la fin de son mandat. Et pour être poursuivi ou arrêté, il doit faire l'objet d'une levée. Cette commission ad hoc est composée de 11 membres, dont 8 du groupe de la majorité, 2 du groupe Liberté et Démocratie et un membre des non-inscrits. Hier en commission, j'ai invité les 2 présidents de groupe à désigner les 10 membres qui doivent être membres de cette commission ad hoc. Vous aurez les noms des membres demain, Inch'Allah, à la plénière, parce que c'est la plénière qui est souveraine. Sur le principe, la commission des lois est d'accord pour la constitution de cette commission ad hoc. Elle fera l'objet de ratification lors de la plénière de ce vendredi. Aussitôt la ratification de la commission faite par la séance plénière, les membres de la commission sont invités à se réunir, à désigner un bureau. Donc, qui aura un président, il y aura les vice-présidents et rapporteurs. Une fois la ratification faite, la commission peut automatiquement se réunir et se mettre au travail. Pour rappel, c'est la suite de la saisine du garde des Sceaux que le bureau de l'Assemblée nationale a déclenché la procédure de levée de l'immunité parlementaire des députés Mamadou Sall et Boubacar Biaye, cités tous deux dans un trafic présumé de passeports diplomatiques. Nous quittons Dakar pour le département de Tivaouane. Sur place, la construction d'une gare routière sème la division entre habitants de Diogo et ceux de Daroundoy. Alors, les premiers reprochent aux derniers de s'être approprié la construction de l'infrastructure alors que celle-ci est destinée à leur commune, et cela dans le cadre d'une délibération du Conseil rural datant de juin 2011. Le point, c'est avec Charanta Diop et Saïla Tire.
La gare routière à Diogo et non à Darundoy, c'est ce qu'on pouvait lire sur des pancartes. Les habitants de Diogo, Kermetegu et villages environnants très en colère exigent l'arrêt des travaux sur le site de Darundoy et que la gare routière soit restituée. Ils ont marché pour fustiger l'attitude des autorités locales qu'elles accusent de mener une démarche qui n'arrange pas du tout les populations de Diogo. Nous, population de Diogo, de Kermetegu et celles des villages environnants, nous informons de l'injustice notoire que nous sommes en train de vivre. En effet, la gare routière de Diogo, Kermetegu, votée par le conseil rural de Darou Khoudoss sous le magistère de Ndiagamatar, avec l'approbation de M. Falloufal, sous-préfet d'alors, est en train d'être construite injustement à Darou Ndoye par le maire Magor Khan avec l'appui financier de GCO. Sachant l'importance de cette infrastructure sur le plan sécuritaire et économique, nous vous demandons, monsieur, de nous restituer la gare routière dûment acquise depuis fort longtemps. Au regard de l'insécurité qui règne dans cette localité de la commune de Darou Khoudoss, des cas de meurtre et d'agression notés ça et là, les populations de Diogo se disent indignées de constater l'érection de la gare routière à Darou Ndoye. L'insécurité qui est en train de gangréner notre village, et il y a beaucoup de non-dits. À la suite de cela, les manifestants ont demandé l'arrêt des travaux et au sous-préfet de Mewan de convoquer une réunion d'urgence en vue de trouver des solutions à cette problématique. Doun Babadjei, un village qui n'existe que de nom. La cause, ses habitants ont dû le quitter il y a de cela 9 ans à cause de l'avancée de la mer. Aujourd'hui, leur priorité est d'y retourner même s'ils sont conscients qu'il va falloir y édifier des infrastructures et notamment y construire un pont. Le détail, c'est avec Ousseynou Diop et Habib Sek. Doun Babadjei a disparu de la carte du Sénégal le 17 novembre 2012. Aujourd'hui, il ne reste rien dans ce site historique. Près de 10 ans après les vagues désastreuses qui ont tout emporté sur leur passage, Doun Babadjei est complètement rayé de la carte. Il ne reste plus rien ici, sauf quelques parties de maisons qui ont résisté et une partie d'une école primaire. Ici, la mer a récupéré plus de 500 mètres. Tous les habitants ont quitté le village. On ne peut pas compter les maisons qui étaient ici au bord du fleuve. Les paysans faisaient un chiffre d'affaires de plus de 100 millions de francs CFA chaque année sur une superficie de 54 km. Je peux vous dire que tous les paysans des 19 villages environnants de la zone venaient ici. Le village de Doun Babadjei est devenu un nichoir d'oiseaux depuis le départ des villageois au mois de décembre 2012. Une partie du village est transformée en parc. Les oiseaux viennent ici chaque année. Nous avons créé le parc pour protéger le village. Pour y retourner, les populations de Doun Babadjei posent leurs conditions. Elles veulent surtout la construction d'un pont. Nous voulons retourner dans le village de Doun Babadjei. C'est notre histoire. Mais pour revenir dans ce village, il faut forcément un pont de 170 mètres. C'est la seule solution pour permettre à la population de vivre tranquillement ici. Du côté des partenaires aussi, ils plaident pour un retour imminent des 875 habitants de Doun Babadjei et ceux de Cœur Bernard. African Forum Journaliste, par exemple, s'intéresse à la question. Cible de réaliser dans la zone et surtout pour ces deux villages, on a constaté quand même qu'il y a une régénération de plus en plus importante de l'écosystème naturel et donc qui se fait de manière autonome. Il faut peut-être poursuivre dans cette dynamique, mais en encadrant effectivement les actions qui sont menées et tout ce qui a été posé comme activité. Doun Babadjei est un village de 400 ans. Plus de 875 personnes vivaient ici avant l'avancée de la mer, mais aujourd'hui, il ne reste plus rien dans ce village historique. Les populations veulent retourner dans ce site historique, mais à condition que l'État les accorde un financement pour construire un pont de 175 mètres. L'avancée de la mer, un drame écologique qui relance avec acuité la problématique de la sempiternelle brèche de Saint-Louis. L'État du Sénégal y a injecté 7 milliards pour son dragage, mais pour le géographe et géomorphologue Boubou Aldjoumassi de l'Université Gaston Berger, c'est peine perdue et il fallait beaucoup moins d'argent pour régler ce problème. Le voici toujours au micro d'Ousseynou Diop et Habib Sek. Il n'aurait pas pensé à draguer la brèche. Parce que la quantité de sable qui vient, elle est si importante que si vous voulez draguer la brèche, la nature va reconstituer le même stock dans le même environnement à une échelle d'une année. Je leur ai dit que vous n'avez pas besoin de 7 milliards. Donnez-moi 500 millions. Si vous me donnez 500 millions, je vais acheter un drone
est connecté un doctorant, il va faire survoler le drone la brèche, une fois par semaine ou une fois tous les 10 jours. Il restitue la topobathymétrie, c'est-à-dire la topographie de fond. Il restitue la topobathymétrie. S'il reconstruit la topobathymétrie, phare et balises va réajuster les balises. Et les populations de pêcheurs peuvent aller et rentrer sans problème. Donc on n'a pas besoin de 7 milliards, on a besoin de moins de 500 millions pour résoudre le problème en attendant. Présentation ce jeudi d'un rapport sur la problématique des effondrements des bâtiments au Sénégal. Le document qui renferme un ensemble de recommandations et l'aboutissement d'un travail acharné initié par l'Inspection générale des bâtiments, l'IGB. L'organisation s'est penchée sur les différents aspects à prendre en compte avant construction d'un édifice et voyons tout cela dans ce reportage signé Marcel Farba-Maroun. Face au phénomène récurrent d'effondrement de bâtiments, notamment constaté ces dernières semaines au Sénégal, les experts recommandent de prévoir l'étanchéité et l'enrobage au début du processus de construction. Une stratégie qui devrait régler le problème à 80%. Quand on construit une dalle pleine ou bien une dalle ourdie, quand on a fini, il faut mettre une membrane d'étanchéité sur la terrasse. Donc c'est ce qui fait que quand il pleut, l'eau ne s'infiltre pas dans la dalle. Cette membrane d'étanchéité, on la met aussi au niveau des balcons et au niveau des salles d'eau. Partout où il y a de l'eau, il faut mettre une membrane d'étanchéité. Après cela, il faut aussi prendre en compte l'aspect de l'enrobage. Donc quand on construit, il y a ce qu'on appelle les cales à béton. Ça ne coûte rien du tout. Il faut juste le prévoir, les fabriquer à l'avance. Ça se fabrique avec le béton qu'on coule notre bâtiment. Et vous mettez ces cales à béton derrière les armatures contre le coffrage. Ça aide à faire en sorte que dès qu'on décoffre, les armatures ne sont pas à nu, ne sont pas en contact avec l'air. L'autre point aussi, c'est quand on fait un bâtiment, il ne faut pas faire la structure au pif. Il faut aller voir un bureau d'études techniques qui vous fait un plan de béton armé en bonne et due forme. Pour les autorités, parmi les acteurs impliqués dans la construction, il est important d'associer les techniciens du bâtiment dans le processus afin d'en garantir le suivi. Nous devons davantage renforcer les moyens de l'IGB, mais que l'IGB aussi y mette du sien. Comme ça, les populations sauront que tout ce travail, ce n'est pas pour simplement imposer notre autorité, ou bien pour les traquer, mais pour l'intérêt de tous. Parce qu'à chaque fois qu'il y a drame, cela nous atteint tous. Donc, le travail doit se faire en amont. Les acteurs du secteur se sont réunis ce jeudi pour diagnostiquer le problème et proposer des solutions à travers une cérémonie de présentation du rapport mise en place par le comité scientifique. Parmi les solutions proposées figurent l'information et la sensibilisation du public et des acteurs, la formation des ouvriers du bâtiment et du personnel technique, le renforcement de la réglementation concernant les constructions, le renforcement des moyens de contrôle et les sanctions des infractions. Le rapport final sera présenté au chef de l'État. Lutte contre la délinquance et la criminalité dans la banlieue, la police renforce son dispositif opérationnel avec l'inauguration ce jeudi d'un commissariat dans la commune de Mbao. L'infrastructure construite et équipée entièrement par l'Union européenne a coûté 300 millions de francs CFA. L'État, dans le même sillage, a annoncé l'ouverture prochaine de 7 commissariats de police dans toute la région de Dakar. C'est le ministre de l'Intérieur, Antoine Diome, qui en a fait l'annonce. Il présidait ce matin la cérémonie d'inauguration. Nongoka et Asmalik Diop y ont assisté. Un cérémonial pour inaugurer le commissariat de police de Mbao. Ainsi, la police nationale élargit son maillage dans la banlieue. Intervient dans un contexte de forte demande sécuritaire, d'où la nécessité de densifier le maillage du territoire et d'améliorer sans cesse l'exécution des missions de la police nationale. L'État du Sénégal s'engage à renforcer son dispositif de sécurisation du front intérieur. C'est dans cette dynamique que d'autres commissariats de police vont bientôt être inaugurés. Présentement, 7 des 10 commissariats sont achevés à Dakar et les bâtiments opérationnels. Il s'agit des commissariats des Parcelles Assainies, unité 15, de Guédiawaye, cité Aliou Sow, de Rufisque Est, Diamaguène, Sicap Mbao,
Djeddah Thiaroye Kaw, Yeumbeul Nord et Keur Massar dans la zone de recasement. Des partenaires ont aussi contribué à la lutte contre l'insécurité. Dans ce cadre, le ministre de l'Intérieur se félicite de l'apport de l'Union européenne. La construction de cet important édifice constitue en effet une marque d'amitié et un témoignage éloquent de l'excellence des relations entre la délégation de l'Union européenne et l'État du Sénégal dans le domaine de la sécurité intérieure. La population riveraine est également invitée à coopérer avec les éléments en service dans ce nouveau commissariat de police. Il s'agit pour le ministre de l'Intérieur de permettre aux forces de l'ordre de bien mener leur mission de sécurisation. Parlons santé à présent, avec cette vaste campagne de vaccination contre la rougeole et la rubéole, deux maladies infectieuses qui ont fait leur réapparition depuis quelque temps chez les enfants. 215 cas ont été dénombrés à l'heure actuelle à travers le pays. Une situation qui a alerté les autorités locales et les a poussées à réagir en entreprenant dès le mois de novembre une tournée de sensibilisation dans le district sanitaire de Dakar. Et pour préparer justement cette tournée, cette campagne de vaccination, eh bien, un comité local de développement vient d'être mis sur pied. Le point, c'est avec Fatou Bintou Conté et Diafar Abba. Plus de 200 cas de rougeole ont été notifiés à travers le pays durant l'année 2020 et depuis quelques semaines, le district sanitaire de Dakar Sud a enregistré quelques cas. En 2020, nous avons enregistré plus de 215, mais spécifiquement au niveau du district Sud, donc en laps de 3 semaines, nous avons identifié 8 cas. 8 cas qui ont été notifiés et confirmés de rougeole. D'où le lancement d'une vaste campagne de vaccination contre la rougeole et la rubéole durant la 3e semaine du mois de novembre. Donc vers la 3e semaine du mois de novembre, vers le 20. Et tout ça, c'est parce que nous allons voir peut-être des activités préparatoires parce qu'il faudrait qu'il y ait une activité de recensement de la cible au niveau de la communauté. Car remarque aussi a été faite que durant la Covid, les parents rechignaient à aller vacciner leurs enfants et raison de la résurgence de ces cas. La Covid a eu un impact quand même négatif dans certains services de vaccination, mais je pense qu'actuellement on est vraiment dans la routine et je pense que le partage d'informations va nous permettre vraiment d'avoir quand même une bonne information par rapport vraiment à l'appropriation de cette vaccination. C'est ainsi qu'une rencontre a été organisée pour préparer cette campagne de vaccination en concertation avec les autorités locales. Le dispositif qui est mis en place, déjà vous avez vu la police est présente, c'est pour dire qu'effectivement ceux qui seront dans les maisons seront des personnes identifiées. Ils seront identifiés avec des badges ou bien avec des accoutrements qui vont leur permettre en tout cas d'être identifiés. Et parfois les enfants sont à l'école. Il faut donc que l'information passe au niveau des établissements scolaires. Il faut que ça passe au niveau des enfants, des enfants et des maisons qui restent dans la maison pour garder certains enfants. Il faut à ce niveau-là aussi que les parents soient consentants. L'idéal, c'est que les gens aillent vers les structures de santé. Maintenant, à défaut de cela, nous allons mettre en place en tout cas des relais communautaires qui sont connus, identifiés. L'objectif étant d'atteindre un taux vaccinal de 90% quand on sait que Dakar est à seulement 48%, afin que ces infections contagieuses pour l'enfant soient éradiquées dans cette zone. Puis sachez qu'après avoir déclenché une vive polémique au sein du monde syndical, les cahiers à l'effigie de Mamboy Diao ont été retirés des écoles de Kolda. La décision émane du préfet et de l'inspecteur d'académie de la région du Fouladou et nous y reviendrons certainement dans nos prochaines éditions. À cause d'un problème avec Tahaou Dakar sur les investitures, vous le savez, Pastef Dakar avait décidé en tout cas hier de suspendre ses activités au sein de la coalition Yewwi Askan Wi. Pour marquer cette décision forte, le parti d'Ousmane Sonko dans la capitale préparait d'ailleurs ses propres investitures dès ce vendredi 22 octobre. Mais finalement, les choses semblent être rentrées dans l'ordre puisque d'après des informations reçues, Pastef Dakar a décidé de revenir à de meilleurs sentiments et de revenir sur sa décision de reprendre ses activités au sein de la coalition Yewwi Askan Wi. La politique, nous passons à la culture qui nous mène directement au pays des hommes intègres pour parler du FESPACO où l'on rend hommage ce jeudi aux pionniers du cinéma africain. C'est la tradition des cinéastes à chaque édition du FESPACO. La délégation sénégalaise aussi n'a pas oublié de penser à ces acteurs du 7e art qui ne sont plus de ce monde. Une cérémonie d'hommage disparue a permis de revenir sur leurs œuvres mais de discuter également de la continuité de leur
projet et le reportage est signé Ibou Diouf et Diallo, nos envoyés spéciaux sur place. Tous des acteurs du cinéma, ils se retrouvent pour rendre hommage aux cinéastes disparus. Un devoir de mémoire en sus des projections au programme. Oui, nous avons eu, avec le Covid, quand même, depuis 2019 à aujourd'hui, pas mal de quelques cinéastes qui nous ont quittés. Que ce soit Ngaïdo, que ce soit Masek, que ce soit Mohamedou Khan, que ce soit Makena, ont tous laissé quand même quelques traces de leur passage ici en faveur, entre autres, du 7e art. Donc en termes d'instruments d'encadrement à la création cinématographique artistique au Sénégal, doit beaucoup à leur combat. Et c'était important de s'arrêter sur ces figures-là qui nous ont quittés récemment. Donc beaucoup d'entre nous ont du mal à s'habituer à parler d'eux au passé, puisqu'ils ont été très présents pendant ces années. Rendre hommage aux illustres disparus, c'est la tradition des cinéastes. Le Sénégal célèbre ces acteurs qui ont laissé un riche héritage. Deuxième manière de rendre hommage, c'est de faire des rétrospectives pour que ces jeunes-là n'entendent pas seulement les noms. Troisième manière de rendre hommage, c'est effectivement à partir du nom d'aller faire des recherches et de faire un film témoignage, un film portrait d'un Ngaïdoba, d'un Makena, d'un Massey. Célébrer les anciens, c'est aussi valoriser leur production. Une invite faite à la jeune génération. Ensuite, évoquer leur travail, évoquer leur œuvre, c'est aussi faire un peu le bilan de notre parcours en tant que pays au plan cinématographique, mais également nous projeter, puisqu'ils laissent des chantiers, ils laissent des rêves, ils laissent des projets que peut-être nous devons parachever. Je pense au Centre national de cinématographie. À l'image de leurs confrères du FESPACO, ce rendez-vous continental est toujours une occasion pour rendre hommage aux pionniers du cinéma sénégalais. Et une pensée pieuse ce soir pour ces grands noms du cinéma sénégalais qui nous ont quittés. FESPACO, on y est, FESPACO, on y reste parce que le festival, c'est aussi les formats Focus Sénégal. Dans la catégorie documentaire, on parle du film documentaire Le temps de dire non, signé par El Hadj Demba Dia. Le jeune réalisateur s'intéresse à une question à la fois écologique et environnementale. Demba Dia met en scène Bargny, une commune de 70 000 âmes, sa commune, polluée par des infrastructures industrielles, sa population asphyxiée et ses habitants menacés par l'avancée de la mer. Un cocktail explosif qui hante le sommeil des populations. Suivons le réalisateur El Hadj Demba Dia, toujours au micro d'Ibou Diouf et Yaya Diallo. Le temps de dire non au film, c'est je mets en lumière Bargny, une commune Lébou, communauté Lébou qui se trouve à 32 km de la capitale du Sénégal. Cette ville subit des agressions depuis 1948 à l'image de par des infrastructures industrielles, à l'image de la cimenterie Sokosim. En 2009, l'État du Sénégal décide d'installer une centrale à charbon au cœur de cette même commune et les habitants se sont mobilisés, ont résisté face à cette ce qu'ils considèrent comme une énième agression. Aussi, ce film aussi, c'est un hommage aussi à ce policier à la retraite que je nomme l'infatigable Ip, qui avec une simple récépissé d'association a réussi à pousser l'État à réussir à pousser l'État et les institutions financières d'abandonner cette usine. Allez, le sport avant de clore cette édition. Le Sénégal, toujours numéro 1 au classement FIFA Zone Afrique, la FIFA qui organise justement un sommet pour l'avenir du football en décembre. Le DUC, le Dakar Université Club en basketball, qui vient de recruter un meneur de jeu ivoirien. Et le menu de ce round-up est signé Cheikh Sadibou Diarra. Le Sénégal, toujours sur le toit de l'Afrique au classement FIFA du mois d'octobre. Les Lions qui demeurent 20e au niveau mondial mènent en Afrique suivi des Tunisiens et des Marocains qui sortent du podium les Algériens malgré leur série de 31 matchs sans revers. Il y a également un changement sur le podium mondial. La France, vainqueur de la Ligue des Nations en Europe, monte sur la 3e place au détriment de l'Italie, championne d'Europe. Les 2 premiers rangs sont occupés par la Belgique et le Brésil. Foot encore. Djambar de Saly en mauvaise posture à l'issue de la manche aller du 2e tour préliminaire de la Coupe CAF, perdu 1-0 à Thiès, rallie en ce moment le Nigeria.
Les académiciens vont chercher l'exploit face à Eyimba FC ce dimanche à partir de 14h30. Une rencontre qui sera dirigée par un trio arbitral guinéen. En attendant, Sidi Sarr, l'international sénégalais de Nîmes Olympique, clame son innocence. Le milieu de terrain de 25 ans, accusé de recours à la prostitution de mineurs, avant, je cite, « Rien de tout cela n'était vrai. C'est des fausses accusations de gens qui voulaient me salir. » Sidi Sarr, placé sous contrôle judiciaire, est victime d'une manipulation, ajoute aussi son avocat. Football toujours, la FIFA va organiser un sommet mondial pour discuter de l'avenir du football. Un événement prévu le lundi 20 décembre prochain en visioconférence, selon un communiqué de l'instance. Gianni Infantino et ses collaborateurs annoncent aussi les dates des autres événements, comme le mondial des clubs aux Émirats arabes unis au début de l'année 2022. Le 72e congrès ordinaire de la FIFA à Doha, le 31 mars 2022, et le mondial féminin en juillet-août 2023. Passons au basketball. Le Dakar University Club, le représentant du Sénégal à la deuxième édition de la Basketball Africa League, démarre son recrutement en vue de la compétition. Le meneur de jeu ivoirien du nom d'Abraham Sié, 22 ans, 1,80 m, a signé avec le club estudiantin. Terminons par le Scrabble et les 49e championnats du monde prévus à Aix-les-Bains, en France. Le Sénégal, qui vise une place sur le podium, a envoyé une délégation de 12 personnes. La compétition, c'est du 22 octobre au 1er novembre prochain. Parlons de cette noble cause à présent, un tournoi pour rendre hommage au personnel soignant qui s'est battu depuis mars 2020 pour lutter contre la pandémie de Covid. 8 équipes vont en découdre, ce sera du 24 au 30 octobre prochain, des équipes de Ligue Pro. Les équipes premières de leur poule iront directement en finale et les acteurs du sport, en particulier les footballeurs et basketteurs plutôt, se sont mobilisés pour offrir des lots au personnel soignant. Parmi eux, Doudou au gérant de l'agence Sikao, qui nous en parle donc de ce tournoi de foot Sargal, le personnel soignant. Il est au micro de Mme Fatou Ndoye. C'est une manière de rendre hommage les médecins du Sénégal, vu leur implication sur la pandémie. Et ce tournoi va se dérouler du 24 au 30 octobre avec 8 équipes de la L1 et de la Ligue Pro, L1 et L2, et qui vont jouer en 2 poules de 4. Les 2 premiers vont jouer directement à la finale. Et nous, acteurs sportifs, en collaboration effectivement avec la Fédération sénégalaise de football et la Ligue professionnelle de football, nous avons l'initiative depuis l'année dernière de l'organiser, mais vu le regain de la deuxième vague l'année dernière, on avait reporté. Nous avons dit que c'est le moment opportun actuellement de rendre hommage à ces braves médecins, à nos braves médecins qui se sont défendus corps et âme pendant toute cette période-là. Beaucoup de joueurs qui ont dédicacé des maillots pour nos braves médecins, que ce soit des basketteurs, des footballeurs. Et nous sommes dans ce milieu-là. C'est des cadeaux qui ont été offerts par ces jeunes, ces gens qui ont essayé à leur manière de participer à cette manifestation. Retour sur cette bonne opération du Sénégal à Monrovia. Les Lions se sont imposés hier 2-1 en match aller comptant pour les éliminatoires de la CAN 2022. Le coach Mamoussa Cissé reste toutefois prudent et soutient que tout se jouera à Dakar au retour. Nous l'écoutons. L'objectif pour nous en venant ici, c'était de faire un résultat positif, donc de gagner, parce que la qualification, elle se fera à Dakar. Donc nous avons voulu gagner et nous avons gagné, c'est ça que je vais retenir sur ce match-là. Nous avons pu marquer 2 buts chez l'adversaire, ce qui n'était pas évident, face à une équipe très agressive, une équipe très solidaire, qui jouait chez elle. Donc aujourd'hui, je pense que l'un des objectifs est atteint. Il nous reste une deuxième manche. Il faut tout de suite tirer les enseignements de ce match parce qu'il y a encore des choses à rectifier dans l'équipe. Mais travailler pour faire un meilleur match à domicile. Je pense que les filles ont le potentiel pour le faire. Et on souhaite bonne chance à nos Lions pour leur match retour ici à Dakar. Fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. L'actualité se poursuit sur toutes nos plateformes digitales. Ne bougez pas, dans un instant, Soir d'Info reprend ses droits avec Chertidiane Diagne qui reçoit ce soir un confrère, Mamadou Thior, journaliste, analyste politique. C'est pour bien entendu parler des prochaines joutes électorales, les locales. Restez bien connectés et en compagnie des programmes de la télévision Futur Média. Je vous retrouve demain avec grand plaisir.